Donc là, je vais vous parler d'un sujet hongrois. Donc, comme cela a été annoncé, je vais parler un peu de mes recherches anciennes, un peu plus récentes. Je vais présenter un peu cette influence du mythe de Versailles sur les aristocrates hongrois, qui ont fait des passages plus ou moins longs au château, qui avaient qui étaient très impressionnés par Versailles. En particulier, j'ai mis sur le premier diapositive deux personnages que vous connaissez peut-être, donc le François de Rákóczi, prince de Transylvanie, et puis le prince Nicolas II Esterházy. Tous les deux était vraiment fasciné par ce centre de puissance européen qui était Versailles, la cour de France, mais qui avait bien entendu des parcours très différents et qui étaient finalement impressionnés d'une manière différente et qui avait des impacts tout à fait différents sur leur parcours. Donc là, normalement, j'ai consulté donc plusieurs centres de documentation, des archives, des bibliothèques. Donc je vous donne ici un aperçu. Donc, ce qui fait que les sources de mes travaux, qui étaient surtout concentrées sur la présence hongroise au XVIIIe siècle en France, sont très dispersées. Ça demandait souvent des déplacements pour réunir une documentation. Dans ma communication, je voudrais vous parler, dans un premier temps, de l'émigration hongroise au début du XVIIIe siècle, surtout le personnage du prince Rákóczi, qui était un invité de Louis XIV, après la chute de sa guerre d'indépendance, et ensuite je vous évoquerai un cas de figure d'un visiteur, un aristocrate, le comte Joseph Teleki. Et ensuite, je vous parlerai de l'influence du château de Versailles en général, en Hongrie, notamment en évoquant le cas de Esterházy, qu'on appelait alors le vrai Versailles hongrois. Donc là, les relations entre la France et la Hongrie, comme vous le savez bien, donc à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, étaient particulièrement intenses, surtout à cause du fait qu'il s'agissait d'une coopération militaire, politique, diplomatique entre la France et les mécontents hongrois, c'est-à-dire un groupe d'aristocrates et leur parti qui combattait donc les Habsbourg pendant des périodes où la France était également en guerre avec la maison d'Autriche. Donc là, le plus grand conflit était à l'époque de la guerre de succession d'Espagne, qui avait un théâtre en Europe de l'Est, ce qui était, qu'on appelait chez nous dans notre historiographie la guerre d'indépendance hongroise, ou on appelle aussi guerre civile en Hongrie, ou révolte, ça dépend des historiographies. En tout cas, c'était un conflit militaire qui a duré relativement longtemps, 8 ans, donc entre les forces limitées du prince François de Rákóczi contre les forces impériales. Et pendant ce conflit, quand même, ce théâtre oriental pouvait quand même engager des forces considérables, qui a en quelque sorte libéré le front de l'Ouest. Donc c'était tout à fait
avantageux pour la France. Donc, il y avait une coopération entre Louis XIV et Rákosi. Et après la chute de cette guerre du prince Rákosi, terminée par le traité de paix de Satmar, 1711, le prince devait émigrer, puisqu'il refusait toujours, il refusait toujours un accord avec les Habsbourg. Je pourrais dire aussi que c'était une sorte d'influence de mythe un peu de Versailles, parce qu'il était très impressionné par la France, même dans des situations complètement désespérées. Il refusait un arrangement avec les impériaux. Vous citez un exemple, il y avait une négociation avec la médiation des Hollandais et des Anglais entre les mécontents et les impériaux. Et puis, Rákosi, finalement, se refusait à entrer dans un accord. Et puis, c'est le chef de la délégation impériale qui lui a dit les mots par rapport à la cour de France que mon prince, vous confiez aux promesses de la France, ça c'est un hôpital des princes malheureux. Vous allez terminer, continue, vous allez augmenter le nombre de ces princes malheureux, vous allez mourir dans cet hôpital. Donc là, et le prince intransigeant donc devait s'exiler à l'étranger. Il a profité de l'accueil des aristocrates polonais. Donc, on a évoqué déjà cette coopération entre la France, les aristocrates polonais, mais il y avait aussi des rapports très anciens, très étroits entre les aristocrates, les Potocki, les Leszczynski, les Jablonowski aussi, et les Rack aussi, les Bercheny. Donc, ils ont trouvé un accueil favorable pendant 2 ans, et après, en 1713, le prince Rákosi, par voie maritime, arrive en France et s'installe donc à Paris. Et également, et il passe des séjours, des passages assez fréquemment à Versailles. Donc, il en a parlé dans ses ouvrages autobiographiques. Il y en a 2. Il y a les fameux mémoires du prince Rákosi, écrits en français, publiés même au XVIIIe siècle. Et il y a un texte qui est beaucoup plus un écrit de fort privé, d'inspiration religieuse, c'est-à-dire qui raconte sa vie, tout ce qui était avant la guerre et tout ce qui était après. Donc, en fait, c'est un grand témoignage de son séjour à Versailles. C'est un texte originalement écrit en latin, Confessio Peccatoris. Donc, nous avons un projet de recherche actuellement d'édition critique de ce texte latin. Et puis, on vient de publier une traduction française contemporaine pratiquement au XVIIIe siècle de ce texte, donc qui est disponible chez Honoré Champion, où nous avons des textes tout à fait formidables. Notamment, il raconte son introduction, sa présentation à la cour. On sait bien qu'il n'était pas reconnu comme prince de Transylvanie, mais il a utilisé il était l'incognito, comme comte de Saroche, qui était un de ses titres, ce qui était bien entendu un inconvénient, parce que il n'avait pas tous les honneurs dus au prince, mais il avait aussi des avantages, parce qu'il pouvait avoir plus facilement d'accès au roi, donc comme il l'a écrit dans sa confession. Il avait beaucoup de succès d'ailleurs, comme il en parle souvent dans ce texte. Il était un personnage assez rapidement connu à la cour. Et il avait
des cercles d'amitié. Ce qui est intéressant aussi, c'est les personnages les plus proches de sa personne étaient, par exemple, le maréchal de Luxembourg, le duc de Breteuil, d'Anjou, le marquis d'Anjou, parce qu'il il avait une sorte de parenté avec le marquis d'Anjou, hein, par sa femme. Hein. Et puis, il avait aussi de très bonnes relations avec les fils légitimés de Louis XIV. Donc là, il se rapprochait vraiment, ça montre un peu que son statut était assez similaire. Donc, l'incognito, prince, pas tout à fait reconnu, mais donc là, il en parle énormément dans ses textes. Et puis, il avait également, il s'adapte parfaitement à la cour, hein, il avait même des maîtresses, hein, il en parle, mais comme c'est un texte d'inspiration religieuse, hein, il y a toujours un peu le remords, hein, c'est vraiment une sorte de confession hein, de péché. Donc là, le professeur Béla Kepetti a identifié plus ou moins ses maîtresses. Je ne suis pas tout à fait sûr si c'était vraiment les bonnes personnes, mais bon, de toute façon, on espère que les recherches ultérieures vont confirmer. Hein. Donc, c'est Marie-Anne de Bourbon et la princesse de Charolais. Hein. Mais je pense que les recherches peuvent encore apporter d'autres éclaircissements. Et puis, on a aussi un peu le programme quotidien quand il avait été à Versailles. Il raconte même dans cet extrait tout à fait son emploi du temps quand il était à la cour. Tout ça, ce séjour tout à fait agréable, ce séjour plein de succès, s'arrête avec la mort du roi. Hein, parce que Louis XIV tenait particulièrement à sa personne. Et puis, comme vous le savez, avec la mort du roi, il y a de grands changements à la cour. Et puis, Rákóczi disparaît assez rapidement. Il se retire. Hein. En fait, c'est aussi une période qui correspond à sa conversion religieuse tout à fait personnelle et intime. Et il se retire chez les Camadules à Grosbois, où il commence d'ailleurs l'écriture de ses ouvrages autobiographiques. Donc, et puis, ce qui est intéressant aussi à ce séjour de prince, qu'il avait un secrétaire, une sorte de secrétaire, un valet, qui s'appelle Adam Szatmary-Király, qui a tenu un journal hongrois du séjour, qu'il a marqué toutes les activités du prince et il a fait dans son journal un état du programme, des rencontres du prince et il fait une documentation particulièrement précieuse des visites à Versailles, avec des descriptions, avec les rencontres des aristocrates, avec la description de la fonction des personnes de la cour, et puis avec des noms parfois hungarisés, hein, c'est vraiment difficile à déchiffrer, mais on est également dans ce projet dont je vous ai parlé, on a l'intention de republier ce texte qui a plusieurs variantes, et puis peut-être même en faire une traduction française parce que ça pourrait être une bonne outil de comparaison avec d'autres sources, notamment avec le journal du marquis de d'Anjou, avec qui il était souvent en relation. Hein. Donc là, il y avait également la femme. Hein, donc là, il faut parler de la femme de Rákóczi, qui était une princesse allemande, apparentée à la famille des d'Anjou.
donc qui a beaucoup facilité cette parenté, même si le couple était plus ou moins séparé. Hein. Donc la princesse Rákóczi d'ailleurs arriva après le départ de Rákóczi, parce que Rákóczi quitta définitivement la France en 1717 à l'invitation du sultan pendant cette nouvelle guerre turque qui se déroulait en Hongrie et également entre la Venise et l'Empire ottoman. Donc, Rákóczi avait une proposition d'y participer comme prétendant sur le trône de Hongrie, etc. Il voulait en profiter et puis finalement, il est resté définitivement en Turquie. En Turquie, et puis en Turquie, nous avons également une très belle source de son séjour en Turquie. Également, je vous conseille, je fais un peu la publicité des livres, hein, une traduction récente des lettres de Turquie de Kelemen Mikesh, qui était son secrétaire. Il a fait le même travail, mais avec vraiment avec plus de style, avec d'une façon littéraire, de faire la chronique du séjour de Rákóczi. Il a même continué après mort. Hein. C'est un chef-d'œuvre de la littérature classique hongroise. C'est une source tout à fait passionnante, qui montre bien un peu le changement de la vie de Rákóczi, le courtisan qui devient quasiment un ermite, mais qui ne renonce jamais d'ailleurs d'un retour en France, de recommencer une vie à Versailles. Mais malheureusement pour lui, ça n'a jamais s'est jamais réalisé pour lui. Bon, il restait tout de même des personnages très liés à la cour de France, notamment le comte Ladislas Berceni, qui est en quelque sorte un chef spirituel de l'émigration hongroise. L'émigration hongroise, c'était surtout des anciens émigrés qui étaient incorporés dans des régiments de hussards. Donc, il y en avait donc, plusieurs et puis Berceni était un chef militaire qui était très lié au Leszczynski. Donc, sa carrière était bien favorisée par le beau-père de Louis XV et par sa fille, Marie Leszczyńska. Donc, il y a eu de très belles sources sur ces rapports. Donc, il était souvent donc, à Versailles. Il faisait partie un peu du clan de Leszczynski à la cour. Et puis, il y a aussi un personnage un peu bizarre qu'on voit ici, un petit hussard. Il paraît que c'est un grand ami du jeune Louis XV qui était peut-être le fils de Berceni, mais là, ça demande aussi des éclaircissements. Hein. C'est ce tableau, j'ai reçu d'une collègue, Madame Pascale Mormich, il y a pas longtemps, qui cherche l'identité de ce personnage. De toute façon, c'est probablement un fils d'un noble hongrois. Puis un autre personnage qui va prendre le relais de Berceni après sa mort, donc c'est Ladislas Valentin Esterházy. Donc c'est la branche des comtes Esterházy, donc c'est une branche cadette des Esterházy qui va s'installer en France et qui va faire une suite jusqu'à l'affaire de Dreyfus. Mais ça, et puis, c'est un personnage qui va profiter un peu des changements politiques, notamment après 1756, après le renversement des alliances, avec l'alliance franco-autrichienne. Donc, Esterházy va devenir un personnage, un confident de Marie-Antoinette à la cour de Versailles, et il va faire une brillante carrière. Hein. Donc là, je vais vous parler maintenant d'un autre aristocrate qui a fait un voyage. Et là, il nous a laissé une source tout à fait passionnante, un journal de voyage. Un prince transylvain, Joseph Teleki de Székely,
qui appartenait à la noblesse protestante transylvaine, très hostile aux Habsbourg, mais bien entendu au XVIIIe siècle, un personnage plutôt loyal à la maison d'Autriche, et puis qui va faire une grande tour dans les années 1760, et il va faire un séjour à Versailles dont il nous laisse des témoignages écrits. Donc, notamment, il fait son grand tour en 1759-61, et puis il va passer 5 mois à Versailles, et puis il retourne ensuite à Vienne. Il devient un écrivain, aussi un homme politique. Il va trouver un poste dans l'administration. Il va écrire même un ouvrage en français intitulé Essai sur la faiblesse des esprits forts. Donc, il décrit notamment sa présentation au roi. Il a été introduit par l'ambassadeur impérial contre Starhemberg, qui va l'introduire. Et puis il va souvent assister donc au lever du roi. Et il va décrire même la personne du roi, hein, tout à fait. Et puis il est très frappé par la personnalité. Il le qualifie de naturel, bon, calme, charitable, généreux. Et puis, bon, il formule aussi sa surprise, son étonnement, des illusions, notamment concernant la vie privée de roi. Donc, Madame de Pompadour, hein, c'est la personnalité aussi qu'elle rencontre, et elle fait une description assez acerbe, hein, de Madame de... Donc, au début, c'est plutôt adouci, mais à la fin, cette description terminée, mais c'est assez parler d'une putain, hein, c'est vraiment assez fort, hein, et ça montre vraiment le conte calviniste puritain qui raconte cette... Et puis, en retournant en Hongrie, donc il fait également un séjour à Vienne. Et puis, à Vienne, il compare les deux cours. Et, donc, bien entendu, la personnalité de Marie-Thérèse d'Autriche fascine davantage. Et puis, il nous a laissé un texte assez intéressant, hein, qui se trouve à la bibliothèque de l'Académie des sciences à Budapest, en comparant donc, les deux cours par rapport à Marie-Thérèse, donc un favori ou bien une maîtresse qui n'a pour mérite que celui d'avoir des beaux yeux noirs, gouverne les pays entiers despotiquement à son gré. Et chez elle, chez Marie-Thérèse, les courtisans se contiennent dans leur juste borne. Elle n'a point de favori, ou bien elle en a une quantité d'immense. Chaque bon sujet qui s'acquitte de son devoir est son favori, hein. Le plus grossier, laboureux, est son mignon. Voilà, donc il y a tout un texte sur cette comparaison, hein. Donc là, bien entendu, à cette époque, seconde moitié du XVIIIe siècle, la cour de Versailles a un rayonnement, hein, un véritable rayonnement. Ça devient comme un modèle pour la construction des châteaux. C'est une période en plein développement. On est après les guerres turques, on est dans une période de croissance économique, démographique, en Hongrie. Il y a des richesses colossales qui s'accumulent, et il y a une nouvelle couche de nobles qui s'investissent dans cette période de croissance, qui s'enrichissent énormément, qui donnent des exemples
en représentant leur puissance, leur richesse. Hein. Donc, il y a une activité de bâtiment, des résidences, de reconstruction des anciennes résidences. Et puis là, je vais vous donner quelques exemples hein, de ce phénomène. Hein. Notamment, parmi ces nobles, cette nouvelle noblesse, nouvelle aristocratie, il y a des étrangers. Il y a des étrangers aussi qui ont des expériences directes de Versailles. Par exemple, on y trouve le prince Eugène. Le prince Eugène aussi, qui est naturalisé, hongrois, qui est bien entendu beaucoup plus célèbre pour ses beaux châteaux à Vienne, hein, comme Belvedere ou le Winterpalais à Vienne, mais il avait aussi un château, malheureusement ce château a été longtemps abandonné à Ratskewe, mais c'est une splendide château qu'on est en train de restaurer et qui est sur le Danube, qui était un château tout à fait d'inspiration française à cette époque. Mais il y a d'autres, les Grassakovic, qui profitent de ce développement économique qui font une splendide résidence près de Buda, donc près de Budapest, qui est aujourd'hui, c'est une attraction touristique, Gödöllő. On l'appelle plutôt le château de Sissi, hein, parce que cela est devenu véritablement une résidence royale au XIXe siècle, mais ça a été déjà à cette époque, au XVIIIe siècle, un splendide château qui recevait aussi des souverains à proximité de la capitale hongroise, qui n'a jamais été résidence, disons, royale, impériale à l'époque moderne. Hein, c'était un peu là. Par contre, un autre exemple, c'est celui d'Esterházy, Nicolas II Esterházy, c'est la branche qui est une ancienne noblesse, vraiment, mais qui s'est enrichie particulièrement au XVIIe, XVIIIe siècle grâce à l'appui des Habsbourg et qui... Nicolas de Esterházy qui va faire une belle résidence ou deux belles résidences à proximité de Vienne, notamment à Eisenstadt et à Esterházy. Esterházy qui est peut-être c'est une grande, le château un peu typique qu'on appelait le Versailles hongrois. C'est un grand investissement particulièrement coûteux. Le prince a mobilisé une véritable fortune colossale pour la construction, pour faire venir des architectes et pour le maintien aussi, qui était vraiment c'était une sorte de merveille. Et nous avons, qui est devenue également une attraction quasiment touristique hein, à cette époque. On a pas mal de descriptions aussi des récits, dans des récits de voyage qui racontent un peu cette construction avec un beau jardin français. Et puis, on a des témoignages des voyageurs, notamment un noble alsacien de l'entourage de l'ambassadeur, le prince de Rohan, Guéméné, qui raconte sa visite à Esterházy dans ses notes de voyage. Nous avons également un témoignage du prince de Ligne, le prince de Ligne qui admire Esterházy. Donc, parfois, il est très critique. Hein, le prince de Ligne, bon, il met quelques critiques acerbes, mais il est très impressionné aussi. Hein, c'était vraiment Et puis, il y a aussi le comte Valentin Esterházy qui, pendant l'émigration,
Oui. Pendant son émigration, il va quitter la France pendant la Révolution française et puis il s'installe grâce aux faveurs de Catherine II dans la Volhynie, aujourd'hui en Pologne. Il va passer un petit séjour et il est très impressionné par son retour, disons, dans sa patrie. Mais il constate aussi que ça coûte une fortune, hein, une véritable fortune, et ça, c'est pas très bien utilisé, hein, ce château. Hein. Voilà, donc pour terminer, donc on peut dire que le mythe de Versailles qui se construisait dans l'imaginaire des aristocrates en Hongrie, d'après leurs témoignages vécus comme émigrés, comme voyageurs, en fonction du rayonnement d'un modèle de représentation de pouvoir, existait bel et bien au XVIIIe siècle. Les émigrés politiques de la première moitié du XVIIIe siècle regardaient souvent la cour comme un espoir de secours pour leurs mouvements successifs. Il en résulte bien entendu un désenchantement, une désillusion après la mort de Louis XIV et surtout après la révolution diplomatique de 1756. Pour les aristocrates de la seconde moitié du siècle, la fascination de la cour de Versailles inspirait plutôt des modèles pour leur résidence et pour leur mode de vie. On trouve à Versailles des aristocrates hongrois, aussi bien présentés, initiés à la cour, comme le comte Berchénier, ou bien des confidents, des protégés, comme le comte Ladislas Esterházy, ou tout simplement des passagers, comme le comte de Teleki. L'émerveillement rencontre souvent des surprises, des étonnements, voire des rejets de la part des nobles hongrois qui reflètent souvent leur attitude politique et leur vision du monde. Le modèle de Versailles était surtout suivi comme un moyen de représentation du pouvoir par la haute noblesse attachée au souverain nouvellement enrichi. Leur château et résidence s'inspirent largement des exemples versaillais nouvellement construits, miroitent non seulement les influences des styles, mais aussi les ambitions d'une couche sociale en plein développement. Je vous remercie pour votre attention.